je reviens aujourd'hui pour un petit C'est mardi, que lisez-vous? J'ai changé de décor tout simplement parce qu'on est entré dans une saison où il fait nuit assez vite, où il y a peu de lumière. Donc je me suis plutôt dans mon salon, vers la fenêtre qui est juste derrière moi comme vous pouvez le voir. La luminosité est toujours assez désagréable, je sais pas, soit il n'y a pas assez de lumière, soit il y en a trop, on va peut-être pas aller jusque là, mais soit j'ai une lumière comme ça, donc l'image n'est pas nette. C'est ce que je peux faire de mieux, donc je suis désolée, j'ai vraiment pas de matériel, j'ai qu'une petite webcam sur mon ordinateur portable. Voilà, je peux pas faire mieux, peut-être qu'un jour je serai mieux équipée, mais en tout cas pour le moment j'ai que ça, et j'espère que ça vous suffira. Alors ça doit faire plus d'un mois que j'ai tourné la dernière vidéo, donc je vais éviter de vous parler de toutes mes lectures passées très longuement, puisque sinon ce sera vraiment très très long. Je vais revenir juste très rapidement sur les livres que j'ai lus depuis la dernière fois et qui sont déjà chroniqués sur le blog. Je vais vous en toucher 2 mots et vous mettrai les liens des chroniques écrites en description de la vidéo. La dernière fois, je vous laissais alors que j'étais en train de lire Justice pour Louis Sam de Elizabeth Stewart aux éditions Thierry Magnier. J'ai terminé ce livre donc depuis belle lurette, je l'ai chroniqué sur le blog donc je vais vous en parler très très vite. J'ai aimé et je trouve que c'est une très bonne lecture pour les adolescents notamment. Ça revient sur un fait divers historique, la fin du 19e siècle aux États-Unis, Canada, vers la frontière. Donc c'est l'histoire du lynchage d'un jeune indien, Louis Sam, qui est présumé coupable du meurtre d'un blanc. Les blancs se font justice eux-mêmes. La narration principale se fait du point de vue d'un jeune garçon de 15 ou 16 ans, je ne me souviens plus, Georges je crois, qui bêtement suit l'idée, la vie de la communauté blanche, donc il assiste à ce lynchage et il participe même avec beaucoup de joie, hein, malheureusement. Et en fait, au fil des pages, il va commencer à réfléchir à ce qu'il a fait, à ce que ça implique, et il va se rendre compte que peut-être Louis Sam n'était pas coupable, que sa nature d'Indien a joué contre lui, qu'il était au mauvais endroit au mauvais moment, peut-être que quelqu'un l'a mis là exprès pour s'innocenter. Voilà, il va se rendre compte de beaucoup de choses. Et ensuite, j'ai lu le premier tome de Nea Chronicle de Jean Vigne. Le premier tome, c'est Memento Mori, aux éditions du Chat Noir. Je suis désolée pour la lumière, c'est vraiment très médiocre. Alors, ce premier tome m'a plu, j'espère acheter le deuxième très rapidement. J'ai aimé l'ambiance sombre, j'ai aimé le mélange de fantastique, thriller, tout est glauque et à la fois fantastique et contemporain. Je vous en dis pas plus pour pas vous gâcher la surprise. Par contre, au début, j'ai eu un petit peu de mal avec l'héroïne, c'est la narratrice principale qui a 15 ans et qui, je crois, 15 ans si je dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, au début, elle a 15 ans, elle disparaît 5 ans, elle revient, donc elle a la vingtaine, 20 ans, et elle ne se souvient pas du tout de ce qui s'est passé pendant ces 5 dernières années, et elle va le découvrir au fil des pages, comme le lecteur d'ailleurs. Donc j'ai eu un petit peu de mal avec cette héroïne qui est très rentre-dedans, un poil vulgaire, c'est vraiment une adolescente typique, rebelle. Voilà, j'ai eu un petit peu de mal, mais ce qui est intéressant, et c'est ce que l'auteur a signalé sur un de ses statuts Facebook, c'est justement quand on a un personnage comme ça qui est assez antipathique au départ, l'intérêt c'est de pouvoir le faire évoluer dans le bon sens, enfin, plutôt dans le bon sens au fil des pages, au fil des tomes, et là c'est vrai qu'à la fin de ce premier tome, Néa a quand même pas mal évolué en bien. Je dis pas que c'est devenu ma meilleure copine, mais j'ai apprécié la suivre. Il y a une deuxième héroïne secondaire qui prend la parole de temps en temps sur certains chapitres, c'est la petite Juliette je crois, qui a 14 ans si je me souviens bien, qui va vivre quelque chose d'horrible, je peux pas trop vous en dire non plus, de son côté.
alors que Néa, elle revient après 5 ans d'absence. Donc au début, elles sont complètement séparées dans le récit, mais on se rend compte qu'il y a peut-être un lien entre leurs deux aventures, et puis au bout d'un moment, évidemment, elles vont être réunies, et je ne vous en dis pas plus. Voilà, donc bien aimé, curieuse de lire la suite. Ensuite, j'ai complètement changé de genre en lisant L'Esprit Darcy de Elizabeth Ashton aux éditions Milady. Donc en fait, ça fait partie d'une saga qui s'appelle Les Darcy, et celui-ci est le 5e tome, même si on peut lire chaque tome séparément. C'est vrai que c'est peut-être mieux de les lire dans l'ordre, à partir du premier, puisque on a un petit peu le côté généalogique, on retrouve certains personnages d'un tome à l'autre. Donc c'est sûr qu'en lisant le 5e, je me suis un peu spoilée sur ce qui s'était passé dans les histoires précédentes, puisqu'on découvre dans ce 5e tome des personnages secondaires qui étaient les principaux des romans précédents. Voilà, donc c'est pas hyper gênant, je dirais quand même les précédents. Mais si vous voulez faire les choses bien, c'est vrai que c'est peut-être plutôt pas mal de lire dans l'ordre et à partir du premier. Alors, Elizabeth Ashton est pas très aimée des Janéites. Les Janéites, ce sont les fans de Jane Austen, puisque elle reprend le roman Orgueil et Préjugés dans cette série qui s'appelle Darcy. Elle reprend les personnages principaux et secondaires un petit peu à sa sauce, et apparemment, il y a des choses qui sont vraiment dérangeantes. Je pense notamment au premier tome que je n'ai pas lu, mais des avis que j'ai vus, des extraits, je peux comprendre la colère des fans de Jane Austen. Par exemple, donc, dans Les filles de Monsieur Darcy, qui est le premier tome de la saga, on découvre que Elizabeth et Darcy ont eu 5 filles, donc sur le modèle des 5 sœurs Bennet de Orgueil et Préjugés, et que dans ces 5 filles, il y en a certaines qui ressemblent par exemple à Lydia. Alors, on peut peiner à comprendre comment des personnages comme Darcy et Elizabeth Bennet ont pu avoir des filles pareilles, ont pu avoir des filles aussi dévergondées, bêtes, voilà. Donc c'est un petit peu gênant, et je peux comprendre que les fans d'Austen soient un petit peu gênés par ça. Donc moi j'ai essayé de mettre tout ça de côté et de lire ce roman, ce 5e tome, en oubliant toutes les critiques. Et bien finalement j'ai passé un assez bon moment. Ce que j'ai apprécié, c'est que, et disons que ce qui fait qu'on évite un petit peu tous les problèmes dérangeants des premiers tomes, c'est que là, Elizabeth Ashton n'utilise pratiquement que des personnages secondaires d'Orgueil et Préjugés, donc elle peut pas trop les abîmer, entre guillemets. Là, on part du côté des filles de Charlotte Collins et Monsieur Collins. Donc Charlotte Collins dans Orgueil et Préjugés, c'était Charlotte Lucas, la meilleure amie d'Elizabeth Bennet, qui s'est mariée avec Collins. J'espère que je spoil pas, mais bon, Orgueil et Préjugés a plus de 200 ans, donc si vous ne connaissez pas l'histoire, désolée pour vous, mais je vous raconte un petit peu. Donc Charlotte et Collins ont eu plusieurs enfants, notamment 2 filles, l'aînée qui s'appelle Charlotte comme sa mère et la deuxième qui s'appelle Elisa. Elisa, sa marraine est évidemment Elizabeth Bennet d'Orgueil et Préjugés. Voilà, donc on va surtout suivre cette jeune Elisa et sa sœur Charlotte, mais surtout Elisa, qui partent à Londres, puisque Charlotte va faire son entrée dans la bonne société. Normalement, elle devait y aller toute seule, et finalement, Elisa, on l'envoie là-bas aussi, puisqu'elle a un peu fricoté avec un des voisins, un des riches voisins à la campagne, et comme on veut pas qu'il y ait quelque chose de plus qui se passe, on l'envoie à Londres pour éloigner les amoureux. Donc Elisa, elle se retrouve dans la bonne société, elle est assez vive, assez intelligente, et pas du tout comme sa sœur Charlotte, qui est une jeune fille parfaitement comme il faut, qui sourit quand il faut, qui ne laisse rien montrer de ses émotions, qui s'habille très bien, qui est une belle petite potiche en fait, voilà. Elisa est pas du tout comme ça. Elle a un secret qui peut la mettre un petit peu en danger s'il est appris. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est une preuve de sa vivacité d'esprit et un élément qui la rend intéressante. Voilà, donc évidemment, dans la bonne société, elle va faire la rencontre de jeunes hommes
notamment un, je ne sais plus du tout comment il s'appelle. Et puis c'est pas marqué dans le 4e de couverture. C'est pas Burton, c'est Bruton, je crois. Ouais. Donc il refuse de danser avec elle au bal puisqu'il trouve que c'est une provinciale vulgaire. Donc évidemment vous voyez le parallèle avec Darcy et Elisabeth. Darcy qui avait refusé de danser avec Elisabeth parce qu'il l'avait trouvée tout juste passable. Voilà, donc évidemment vous voyez ce qui va se passer entre les deux. Je vous en dis pas plus sur l'intrigue, c'est cousu de fil blanc. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnages et de situations qui semblent très similaires au roman Orgueil et Préjugés. Je suis consciente qu'au bout de 5 tomes, si c'est toujours la même chose, si Elizabeth Ashton reprend toujours des situations un petit peu similaires d'Orgueil et Préjugés, au bout de 5 tomes, ça doit être lassant. Comme c'est ma première incursion dans la saga Darcy, j'ai plutôt envie de prendre ça comme un hommage à Jane Austen. Alors évidemment c'est un peu grossier, hein, c'est vraiment très, très évident, mais c'est bien passé. Les personnages m'ont paru plutôt pas mal, à part Charlotte, la sœur aînée. Si Elizabeth Ashton voulait faire un parallèle avec la sœur aînée d'Elizabeth qui s'appelle Jane, c'est plutôt raté parce que autant Jane d'Orgueil et Préjugés, elle est attachante, autant là, la Charlotte est complètement insupportable. Et pareil pour sa mère, Charlotte Lucas Collins, que beaucoup n'aiment pas dans Orgueil et Préjugés. Moi je trouve que c'est un personnage secondaire intéressant et je peux comprendre la décision qu'elle prend. Je la trouve assez émouvante finalement, mais là je l'ai pas reconnue. C'est quand même, ou c'était la meilleure amie d'Elisabeth, et là elle lui crache dessus dans le roman, elle crache sur la famille Bennett. J'ai pas compris. Même s'ils sont peut-être plus forcément aussi liés qu'avant, j'ai trouvé que c'était exagéré. Bref, j'ai pas reconnu Charlotte Collins et ça m'a un petit peu dérangée. Pour le reste, les personnages que l'on connaît de l'œuvre de Jane Austen, ça va, c'est pas trop mal. Et pour ceux qui sont inventés, ça reste un petit peu caricatural, mais c'est des portraits qui sont quand même assez savoureux, comme dans l'œuvre de Jane Austen, donc Orgueil et Préjugés. Voilà, donc franchement, je m'attendais à un truc horrible et c'est une romance historique qui est plutôt agréable, avec un point positif sur la place de la femme au 19e. Alors forcément c'est quelque chose qui revient très très souvent dans les romances historiques de cette époque et qui est un petit peu vu et revu, mais là je trouve que c'est pas trop mal amené le fait que les femmes n'ont pas du tout leur mot à dire quant à leur futur mariage, que c'est une histoire de famille, une histoire d'alliance politique et surtout économique. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal amené ici, ça donne un petit plus à ce roman. J'avais dit que je parlerais très très vite du roman précédent et en fait ça a duré plus de 5 minutes. Donc là je vais essayer d'être concise et claire, qui n'est pas toujours évident. Alors après, j'ai lu un gros pavé, c'est le premier tome de Bone Season de Samantha Shannon, premier tome qui s'appelle Saison d'os. Je pense qu'on peut... c'est le sous-titre, enfin c'est la traduction du titre en anglais, mais je pense qu'on peut le prendre comme sous-titre, enfin j'en sais rien. Bref, j'ai lu, j'ai oublié de vous dire. Alors on nous présente cette nouvelle saga comme la saga qui va un peu prendre la place de Harry Potter. Je viens d'ailleurs d'apprendre que ça serait une saga en 7 tomes, donc là j'avoue que ça me fait un peu peur parce que commencer des longues sagas comme ça alors que j'en ai déjà je sais pas combien de commencer dans ma bibliothèque, c'est un petit peu embêtant. Malgré tout, pour le dire clairement du début, avant de me lancer dans des détails, c'est un premier tome qui me donne envie de lire la suite, au moins le deuxième tome. Je ne sais pas si je lirai les 7, mais je continuerai au moins avec le deuxième. Alors j'ai vu énormément de coups de cœur sur internet, j'ai fait un petit tour sur Livre Addict, sur les chroniques qui étaient déjà publiées pour voir comment se plaçaient un petit peu les précédents lecteurs, et j'ai pratiquement vu que des coups de cœur. Alors je vous le dis tout de suite, moi c'est pas un coup de cœur. J'ai eu énormément de mal à rentrer dans l'histoire. Je crois qu'il m'a fallu au moins 200 pages pour vraiment me sentir impliquée et vraiment avoir envie de tourner les pages.
C'est hyper bizarre cette lecture parce que donc les 200 premières pages, j'étais un petit peu mitigée, j'avais du mal à rentrer dedans, je comprenais pas tout, j'étais paumée et j'avais pas vraiment de lien avec l'héroïne. Ensuite, j'ai dévoré la suite et la fin, j'étais vraiment à fond dedans, tout en ayant quand même toujours cette impression de flou, de pas tout comprendre, de pas tout maîtriser, ce qui peut être un petit peu gênant, mais j'étais quand même à fond derrière l'héroïne et j'avais envie de lire la suite. J'ai beaucoup aimé le dénouement, et ce qui me donne envie de lire le 2e tome. Et par contre, ce qui est très bizarre avec cette lecture, c'est que voilà, après tout cet engouement sur les 300 dernières pages et la fin, une semaine après avoir terminé, et ben j'ai quasiment aucun souvenir. Voilà, donc c'est très bizarre cette lecture, et c'est sûr que c'est pas un coup de cœur. Il y a vraiment de très bonnes choses, de très bonnes bases, c'est plutôt bien écrit, en tout cas les pages se tournent assez facilement, mais voilà, pour moi c'est une lecture qui a été qui est trop fouillie, qui m'a paru trop compliquée. Alors peut-être que j'étais pas très réveillée quand j'ai commencé cette lecture, j'étais pas dans un excellent état d'esprit, mais là pour le coup, autant on peut reprocher à certains romans young adultes d'être linéaires, de prendre ses lecteurs pour des abrutis et de nous donner tous les éléments dès la première page. Là pour le coup, rien n'est servi sur un plateau, c'est sûr. Voilà, j'ai trouvé ça assez complexe. En fait, on suit donc l'héroïne Paige, qui a 19 ans, qui vit à Londres. Elle est irlandaise à la base, elle est arrivée quand elle avait un peu moins de 10 ans, je crois, avec son père dans la capitale. Et en fait, elle est anormale dans ce monde-là, elle est anormale pour le gouvernement, puisqu'elle est clairvoyante, c'est-à-dire qu'elle peut interagir avec l'éther, et l'éther, on le comprend, c'est un petit peu le monde des morts. Voilà, donc en fait, il y a plein de clairvoyants différents qui sont classés par catégorie, par importance, par rareté, machin. Donc on a un tableau au début, enfin un tableau, un espèce d'arbre, assez complexe, on tombe ça dès le départ, alors je me suis dit, oula, ça va être... Donc il y a 7 ordres de la voyance, et on nous les présente rapidement dans un arbre un petit peu généalogique comme ça. Et alors, c'est sûr que c'est original et c'est très bien pensé, mais on nous balance ça comme ça, sans nous préparer, sans jamais nous préparer. Comme on suit Paige dans une narration interne, point de vue interne, donc avec le jeu, elle sait tout, nous on sait rien. Alors des fois elle fait allusion à certains trucs pour nous expliquer, mais il faut qu'on prenne le train en route un petit peu, et c'est pas toujours évident. C'est même jamais évident à mon goût, et j'ai tourné la 572e page en me disant qu'au final j'avais toujours pas trop compris quels étaient les pouvoirs de certains clairvoyants, le pourquoi, le comment, c'est difficilement palpable. À côté de ça, et bizarrement, même s'il y a plein de flou dans ce décor, dans ce contexte, et qu'on est dans le flou, hein, voilà. À côté de ça, on aime quand même suivre Paige dans son aventure, bizarrement, et on tourne les pages assez agréablement. Voilà, donc c'est vraiment très étrange ce livre. Ce qui m'a peut-être un petit peu manqué aussi, c'est que je me suis pas tellement attachée à Paige. Il y a une certaine distance qui reste du début à la fin avec elle, en tout cas pour moi. Ça n'a pas été une héroïne à laquelle je me suis beaucoup attachée, elle m'a pas énormément émue. Je l'ai plutôt comprise, c'est pas un problème de... J'ai pas compris pourquoi elle réagit comme ça, pourquoi elle a ses sentiments, etc. Non, pas du tout, je trouve qu'elle est plutôt crédible, mais je sais pas, il y a une barrière, peut-être que ça vient de ce contexte un peu compliqué qui fait que j'étais un petit peu perdue, donc mon esprit était peut-être trop axé sur la compréhension de l'univers pour laisser de la place à l'émotion, c'est un petit peu dommage. Il y a une petite romance, c'est léger,
j'y ai pas vraiment cru. Et si vous voulez lire le livre pour ça, je vous déconseille, puisque même si c'est présent, si c'est en toile de fond, notamment sur les derniers chapitres, pardon, c'est pas non plus le but principal. Ça s'insère plutôt bien dans l'histoire, c'est pas trop présent, mais c'est limite presque pas assez en fait. Pourtant je suis pas fleur bleue et je cours pas après les histoires d'amour dans les histoires de science-fiction, pardon, mais là ça vient presque comme un petit peu comme un cheveu sur la soupe, et j'aurais presque aimé que ce soit plus développé pour que ce soit plus émouvant, parce que c'est une histoire qui a du potentiel et qui est intéressante, et je trouve qu'elle n'a pas été assez mise en avant malheureusement. Voilà, donc pas un coup de cœur, pas non plus une déception complète, il y a vraiment de très bonnes choses, et comme je vous disais, une fois que je me suis dit bah c'est tant pis, t'es dans le flou, c'est pas grave, j'ai quand même réussi à bien accrocher à l'intrigue, et je suis curieuse de lire la suite. Voilà. J'ai à nouveau changé de genre en lisant un petit polar. En fait j'étais dans le train, j'avais ma liseuse, j'ai regardé ce que j'avais dans la liseuse, et puis je me suis dit qu'un petit Agatha Christie ça pouvait être pas mal, donc je me suis lancée dans ce grand classique d'Agatha. Très certainement un des plus connus, c'est Le meurtre de Roger Ackroyd, que je ne connaissais pas du tout, je n'avais pas vu d'adaptation, donc vraiment je ne savais pas du tout où j'allais, et heureusement, puisque la chute m'a assez surprise, et c'est vrai que quand on connaît un petit peu déjà l'histoire, forcément on savoure un petit peu moins le dénouement. Donc Agatha Christie, on ne la présente plus, c'est toujours aussi agréable. J'aime toujours ce côté huis clos. Bon là c'est pas tellement huis clos parce que c'est dans un petit village, mais c'est quand même assez fermé. Elle met en scène plein de personnages différents, toute une galerie de personnages qu'on apprend à connaître. Ce qui est toujours hyper impressionnant avec Agatha Christie, c'est qu'il y a plein de personnages très différents. Elle passe pas des heures sur chacun d'entre eux à les décrire, et pourtant on a l'impression de les connaître. Elle choisit toujours les bons mots, les bons adjectifs pour en faire des portraits assez travaillés, assez soignés, et des portraits tellement vivants qu'on a l'impression de connaître les personnages. Donc là pour l'histoire, comment je vais pouvoir vous raconter ça? Donc c'est dans un petit village, il y a une femme qui se suicide. Donc ça part de là, et quelques jours après, me semble-t-il, le propriétaire terrien le plus riche des environs est retrouvé assassiné dans sa salle de travail, dans son salon, bref, dans la petite salle où il aimait se recueillir, et où il aimait travailler. Ce qui est intéressant dans ce roman, c'est que toute l'histoire est racontée à la manière d'un journal. Pardon, ce journal est raconté par le docteur du coin, le docteur je ne sais plus comment. Bref, c'est lui le narrateur principal. Donc on rencontre Hercule Poirot qui vient s'installer dans le coin. Il est à la retraite, il est malheureusement voisin avec ce docteur et sa sœur aînée qui est une vraie commère, et il se retrouve impliqué dans l'enquête, et donc il va la résoudre brillamment comme d'habitude. Et par contre pour cette fois c'est le docteur, le narrateur, qui prend la place du docteur Watson habituel pour mener l'enquête aux côtés d'Hercule Poirot. Voilà, donc comme d'habitude, on a tous les détails du début à la fin. Donc comme d'habitude, on est censé découvrir le coupable aussi bien qu'Hercule Poirot, sauf que comme d'habitude, moi je suis complètement nulle. Il peut y avoir tous les détails, il pourrait même y avoir le nom écrit noir sur blanc, je crois, à un moment dans une page, je passerai complètement à côté. Donc forcément, le dénouement, on se dit « Ah mais oui, évidemment !» C'était évident justement, et pourtant j'y avais pas pensé, et c'est super bien amené. Voilà, comme d'habitude avec Agatha Christie, c'est court, mais ça fait 250 pages, bon c'est écrit petit, 250 pages en poche. Voilà, c'est court, c'est dense, mais c'est extrêmement bien mené. Il y a juste ce qu'il faut de pages d'information, de suspense, d'enquête. Pour les fans de polar, c'est vraiment un bon cru d'Agatha Christie. Je ne peux pas vous le montrer puisque je l'ai rendu à la bibliothèque, mais j'ai lu un essai, ça ne m'arrive que très rarement, je crois que ça faisait des années que j'avais pas lu un truc un peu sérieux.
Mais là je l'ai vu dans les rayons et j'avais envie de parfaire un petit peu ma culture générale. Donc j'ai lu un ouvrage qui s'appelle La Grande Famine en Irlande. Je ne peux plus vous donner le nom des deux auteurs puisqu'ils sont deux. Je ne peux plus vous donner l'éditeur puisque je ne m'en souviens pas, je ne l'ai pas noté. Mais voilà, ça revient sur l'histoire de la famine en Irlande au milieu du 19e siècle. Grande famine qui a tué malheureusement 1 million de personnes, qui a forcé des centaines de milliers d'autres personnes à émigrer aux États-Unis, en Europe, en Angleterre et même en Australie. Voilà, donc en fait, d'habitude, j'aime pas trop lire des essais parce que je trouve ça... Enfin, le soir, quand je rentre du boulot, j'ai envie de me détendre, donc j'ai pas envie de lire un truc compliqué. Là, ce que j'ai bien aimé avec ce petit ouvrage, c'est que déjà c'est court, ça fait environ 160 pages, et c'est assez abordable, même pour les novices. Ce que je suis, je suis pas du tout habituée à lire ce genre de choses, enfin je suis plus habituée à lire ce genre de choses puisque je suis sortie des études depuis quelques années. Voilà, et j'ai trouvé pourtant que c'était agréable à lire, assez fluide et vraiment assez abordable. Alors vraiment, il y a quelques paragraphes qui sont un peu chiants, enfin un peu plus durs d'accès, notamment quand on parle politique et tous les partis différents qu'il y a eu en Irlande, entre l'Irlande du Sud, l'Irlande du Nord, qui fait partie de machin, enfin bon bref. Ça peut être un petit peu compliqué, mais c'est vraiment les paragraphes, disons, les moins abordables et ça reste quand même raisonnable. C'est assez bien documenté, il y a pas mal de chiffres, pas mal de tableaux qui proviennent d'enquêtes qui ont été faites soit les décennies après, à la fin du 19e, soit surtout au 20e. Voilà, donc c'est une famine qui est due à une maladie de la pomme de terre, le mildiou. Pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait il faut savoir que les paysans, enfin disons la tranche sociale la moins aisée d'Irlande se nourrissait exclusivement de pommes de terre, ce qui est normalement un légume qui se cultive assez bien et en grande quantité. Et en fait quand la maladie arrive, forcément ça décime pratiquement toutes les cultures. Je crois que c'est divisé par 3 environ le rendement et forcément il n'y a plus assez à manger pour tout le monde. Et en plus, et c'est ce qui fait un petit peu l'horreur de cette famine, c'est que à cette époque-là, l'Irlande était encore sous le joug anglais et donc était une colonie, limite une colonie anglaise. Et les pauvres denrées qui réussissaient à sortir de terre étaient envoyées en Angleterre ou étaient destinées aux riches, évidemment, comme d'habitude. Voilà. Donc il y a un petit peu plusieurs écoles. Les nationalistes irlandais insistent beaucoup sur le fait que s'il y a eu une famine, enfin, c'est pas de... S'il y a eu autant de morts pendant cette famine, c'est parce que l'Angleterre n'a pas aidé, c'est à cause du colonisateur anglais, donc à cette école-là. Et puis, depuis quelques années, on relativise un petit peu en disant que oui, il y a une faute à mettre sur le dos des Anglais, qu'il y aurait pu avoir plus de choses faites pour venir en aide aux Irlandais, mais que... pas que. Et j'ai oublié de vous dire que si le sujet vous intéresse, je vous invite à lire Les Dames à la licorne de René Barjavel et Olenka de Vere, qui justement se situe en Irlande au milieu du 19e siècle pendant la famine irlandaise. Et là pour le coup, je pense que Barjavel et puis Olenka de Vere, qui était d'origine irlandaise, était un petit peu pour le message nationaliste irlandais, en gros qui disait Irlande libre, à mort les Anglais, et qui rejette la faute de tous ces morts sur les brimades anglaises, mais par contre qui mettent en avant le fait que certains propriétaires terriens irlandais riches venaient en aide à leurs métayers, à leurs paysans un peu plus pauvres. Voilà, donc quand même, il y avait des sympas, mine de rien.
Donc pendant ce dernier mois, j'ai pas lu que des romans, j'ai aussi lu, non, comme vous l'avez vu, un essai, mais aussi des trucs avec des images. J'ai lu le 2e tome du canon graphique que je vous avais présenté dans la vidéo précédente, je ne peux plus vous le remontrer puisque je l'ai rendu à la bibliothèque, et j'ai lu également le 1er tome. Donc le 2e était consacré à la littérature mondiale du 19e. Là, ce 1er volume est consacré à la littérature mondiale antique et jusqu'au 18e siècle. Alors je vous l'avais déjà dit, mais le 2e le 2e volume c'était celui qui me plaisait le plus, puisque les œuvres du 19e sont celles que je préfère, et visuellement les illustrateurs étaient a priori ceux qui me tentaient le plus. Donc j'ai lu ce premier, il y a moins de choses qui m'ont plu, moins de textes pour lesquels j'ai une certaine tendresse, mais comme pour les 3 volumes de toute façon, c'est une bonne façon, je trouve, de se plonger dans certains classiques, dans certains textes hyper connus que je ne connaissais pas forcément, et là en fait d'avoir feuilleté, ça me donne envie de me lancer dans certains textes très connus, dans certains classiques. Voilà, donc c'est assez varié, hein, ça va de... Oups, pardon, je tape dans le micro. Ça va de certains contes amérindiens à l'Iliade, l'Odyssée, puis après on passe à du Shakespeare, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Gulliver de Swift, et enfin on finit par les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. Voilà, donc c'est assez varié dans les textes. Par contre visuellement j'ai senti que ça me plaisait quand même vraiment moins que l'ouvrage du 19e. Les artistes visuellement, ouais, voilà, c'est moins mon truc. Donc si j'avais un volume à acheter, ça serait le 2e, mais je pense que j'achèterais pas celui-ci. Je vous montre quand même quelques coups de crayon et couleurs qui m'ont plu. Donc là par exemple c'est l'illustration d'un conte populaire amérindien qui s'appelle Coyote et les galets. Il est sympa d'ailleurs, ce conte, il m'a bien plu. Voilà, après vous avez ici par exemple l'illustration de l'Iliade d'Homère. Ça reste dans des teintes un peu sépia. J'ai plutôt bien aimé le coup de crayon, là, ça va. C'est toujours très différent. Après vous avez des choses comme ça, que j'aime moins personnellement. Pas forcément parce que c'est en noir et blanc, mais je trouve que c'est hyper chargé, ça me plaît moyennement. Voilà, vous avez encore des choses en noir et blanc comme ça. Alors là pour le coup, c'est pas que c'est trop chargé en images, mais c'est peut-être trop chargé en texte. Et puis bon, le coup de crayon me botte moins. Voilà, encore des choses. Donc là c'est un peu plus simpliste. Bon, je vais pas tout vous montrer, hein. Mais il y a vraiment des choses très différentes, et pour le coup, comme je vous le disais, ça m'emballe moins que les illustrations du 2e volume. J'ai lu d'autres choses avec des images, des albums et un roman graphique autour du thème du vampire. Je voulais vous présenter ces 3 ouvrages le soir d'Halloween. Malheureusement j'ai eu un petit peu de retard, mais l'article est quand même publié sur le blog. C'est le numéro 4 du coin des albums. Je vous invite à aller lire ce que j'ai pensé de ces ouvrages un peu plus précisément. Je vous les montre juste. Donc je commençais par Vladimir Poltron, vampire de 3e classe de Jacques Chabou, illustré par Nicole Claveloux. Donc là c'est un petit peu le mythe du vampire revisité, sauce jeunesse et sauce humoristique. C'est amusant, je pense que ça plaira aux enfants, c'est rafraîchissant. Voilà, c'est sympathique, mais c'est pas non plus inoubliable. Et niveau illustration, c'est pas ce que je préfère, mais ça reste assez coloré et assez rigolo à regarder. Voilà. Ensuite, autre album autour du vampire. Là, on parle du Dracula de Bram Stoker. C'est une adaptation, une simplification de l'histoire. Donc c'est adapté par Dominique Marion et illustré par Jérémy Fleury. Je vous ai déjà parlé de Jérémy Fleury, qui est un illustrateur que j'apprécie énormément. Et là, c'est pas l'exception qui confirme la règle. J'adore toujours autant. Et franchement,
je pense que les images se suffisent à elles-mêmes, il n'y a même pas besoin du texte. Donc je vous montre très rapidement quelques images. Là pour le coup, je trouve que c'est intéressant d'amener l'histoire de Stoker aux plus jeunes. C'est plutôt pas trop mal adapté et simplifié. C'est un petit peu rapide, surtout sur la fin, et un petit peu édulcoré. Voilà. Mais ça reste très sympa. Et franchement, juste pour les illustrations, ça vaut le coup de l'avoir dans sa bibliothèque. Je ne regrette pas. Bon, je vais pas tout vous montrer. Je vous passe rapidement sur les magnifiques images. Franchement, rien que pour ça, il est magnifique à regarder. Ça, c'est l'image que j'ai mise en illustration sur l'article. Voilà, donc un coup de cœur niveau illustration comme d'habitude. Et le dernier ouvrage que j'ai lu en rapport avec les vampires, c'est À la recherche de Dracula, carnet de voyage de Jonathan Harker, de Pascal Grossi, donc c'est l'illustrateur, et le texte est signé Françoise Sylvie Poli, c'est aux éditions Le Pré au Clair. J'ai oublié de vous dire avant, c'était aux éditions Ozo. Alors là, on part toujours sur les bases du Dracula de Stoker, et en fait, on va avoir le point de vue de Jonathan Harker encore plus développé. Dans le roman de Stoker, Jonathan Harker, c'est celui qui va rendre visite au comte Dracula. Il nous raconte un petit peu son voyage sur les premiers chapitres du roman. Là, concrètement, sur une 125, 150 pages quasiment. Ouais, sur 150 pages, c'est l'histoire encore plus développée de son voyage. Donc, niveau texte, c'est pas hyper original et indispensable. Par contre, niveau illustration, c'est plutôt pas mal. Et ce qui est intéressant dans cet ouvrage, bon, déjà le format est sympa. Mais en plus, c'est que je sais pas si je vais trouver. Il y a des croquis. Et il y a aussi comme des bouts de photos qui sont collés. On a... Ça c'est quoi? Voilà, en fait, des bouts du quotidien, j'ai envie de dire, de Jonathan Harker pendant son voyage, qui colle des photos, qui met des recettes. Je sais pas si je vais en trouver une. Il y en a pas mal dedans. Enfin, il y en a pas mal. Il y en a quand même quelques-unes. Qui nous met des recettes... Voilà, menu. Bon, c'est pas la recette, mais le menu de ce qu'il a mangé dans son voyage en train, voilà. C'est des petites choses comme ça, des petits éléments en plus. Alors, c'est pas indispensable, mais c'est plutôt sympa. C'est joli à feuilleter. Voilà, ce qui est aussi intéressant dans ce roman graphique, c'est que on part du postulat que le journal de Jonathan Harker a été retrouvé dans une ville anglaise, et que dans ce journal, il était en contact avec Bram Stoker, à qui il a raconté son histoire, et c'est comme ça que Bram Stoker a eu l'idée d'écrire son Dracula. Donc ça impliquerait que Jonathan Harker déjà ait bien existé, et surtout qu'il ait vécu cette aventure pour de vrai, et donc que Dracula est vraiment existé dans notre monde, puisque Bram Stoker, je vous le rappelle, est quand même un écrivain irlandais qui a vraiment existé. Voilà, donc il se serait inspiré d'une histoire vraie. Voilà pour les lectures passées, je passe maintenant à ma lecture en cours, qui s'appelle Morwenna. Alors je sais pas si on dit Morwina ou Morwenna, de Jo Walton, aux éditions de Noël, collection Lune d'encre. On me l'a conseillé, on me l'a prêté, je l'ai vu passer sur les blogs, certains ont adoré, d'autres ont été un petit peu déçus, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais j'étais curieuse. Je crois que je le finirai aujourd'hui, en tout cas je vais essayer puisqu'il me reste moins d'une centaine de pages, et c'est vraiment très fluide et très agréable à lire. Donc Morwenna, c'est quoi l'histoire? Donc c'est l'histoire d'une jeune fille de 15 ans, Morwenna, qui se fait plutôt appeler Maury par ses amis, qui est envoyée dans un pensionnat de jeunes filles en Angleterre, alors qu'elle est originaire du pays de Galles. Suite à un accident qui l'a laissée handicapée, elle doit marcher avec une canne, elle a eu le bassin et les jambes broyées, il me semble, elle le dit à un moment, il me semble que c'est ça, lors d'un accident. Mais on n'en sait pas plus, enfin en tout cas pour le moment j'en sais pas plus, je pense que j'aurai plus de détails par la suite. Et donc elle est envoyée dans ce pensionnat,
seule, puisque normalement Maury avait une sœur jumelle qui s'appelait Morgana. Oui, Morgana, j'ai eu un doute. Morgana, qui, elle, est décédée lors de cet accident. En tout cas, c'est ce que nous dit la 4e de couverture, mais c'est jamais très très clair pendant le récit. Tout ce qu'on sait également, c'est que Morwenna s'est enfuie après cet accident de chez sa mère et a alerté les services sociaux qui l'ont confiée à son père qu'elle n'avait jamais vu avant, qu'elle a rencontré cet été-là lorsqu'elle s'est enfuie. Donc son père en fait est fan de science-fiction, il lit énormément de livres. Elle en lit depuis qu'elle est toute petite et c'est un petit peu la littérature, la science-fiction qui va les rapprocher un tout petit peu. Et pendant cette année en pensionnat, un pensionnat de jeunes filles qui est assez horrible, elle n'a pas beaucoup d'amis, il y a beaucoup de brimades, de moqueries, elle va se réfugier dans la lecture de livres, de science-fiction notamment. Elle va beaucoup fréquenter la bibliothèque de l'école, elle est pratiquement la seule à la fréquenter, et elle va entrer dans un club de lecture dans la ville d'à côté, club de lecture spécialisé en science-fiction. Voilà. À côté de ça, on a un petit peu quelques éléments fantastiques, puisque Morwenna parle aux fées, qu'elle voit dans les endroits où il y a un petit peu de nature, et elle nous dit que sa mère est une sorcière qui lui jette un sort, qui veut l'atteindre, qui veut lui faire du mal. Elle reçoit des lettres, des photos sur lesquelles elle est brûlée de la part de sa mère. Donc elle nous dit que c'est une sorcière et qu'elle veut devenir la Reine Noire. Voilà en gros pour l'aspect fantastique, ce que je peux vous dire. Alors, tout de suite, même si j'ai pas terminé le livre, je pense que ceux qui s'attendent à lire un récit où il y a vraiment beaucoup de fantastique, vous pouvez passer votre chemin. C'est vraiment plus le journal intime d'une adolescente de 15 ans qui est paumée suite à la mort de sa sœur jumelle et suite à un accident qui l'a rendue handicapée, plutôt qu'un récit vraiment fantastique. C'est vraiment quelques touches par-ci par-là, mais il y en a vraiment pas beaucoup. Et je sais pas pourquoi, mais je sens que en fait c'est quelque chose que cette jeune fille aurait pu s'inventer pour passer un petit peu la difficulté de cette période difficile. C'est plus une métaphore du passage de l'adolescence, machin, plutôt que vraiment des éléments fantastiques, comme on a en Beat-It par exemple, où les vampires sont là, et c'est des vrais vampires. Hein. Là, c'est plus, oui, je vous dis, des touches par-ci par-là. Y a qu'elle qui peut les voir, et à mon avis, c'est plus une métaphore, quelque chose qu'elle s'invente elle pour pouvoir continuer à vivre, et continuer à vivre avec plus ou moins de sourire, et se défendre contre ceux qui lui veulent du mal, ou en tout cas ceux qu'elle imagine et qui lui veulent du mal. Voilà. C'est plutôt bien écrit, c'est des entrées de journal intime, je sais pas si vous allez voir, mais c'est sur quelques paragraphes. Là par exemple c'est dimanche 23 décembre 1979, elle nous raconte sa vie. Niveau action, c'est sûr que c'est pas très actif. Il se passe pas grand chose, mine de rien, à part la lecture, mais l'héroïne est attachante et on tourne les pages, on a envie de savoir ce qui va lui arriver, comment elle va sortir un petit peu la tête de l'eau, si elle va devenir amie avec les personnes qu'elle a rencontrées au club de lecture, comment sa relation avec son père, avec ses tantes va se terminer, comment elle va pouvoir vivre avec la relation avec sa mère, etc. Voilà. Ceux qui s'attendent à quelque chose de très fantastique ou très fantaisie, vous pouvez passer votre chemin, c'est pas du tout le cas. Par contre, si vous voulez lire le journal d'une adolescente un petit peu paumée, qui a grandi au pays de Galles avec cet imaginaire un petit peu féerique, il y a des fées au fond du jardin. Alors, pour mes lectures futures, j'hésite entre deux livres. J'hésite entre Fairy de Feist et Une île de Tracy Garvis Graves, tous les deux chez Milady. Celui-ci parce que c'est un partenariat, enfin un service presse, et celui-là parce que c'est une lecture commune, une future lecture commune.
Donc je me dis, celui-ci ça pourrait être pas mal pour rester du côté des petites fées, du petit peuple, etc. Et là, à mon avis, les éléments fantastiques ne seront pas partis de touche, ils seront vraiment, vraiment, vraiment là. Et ça peut être sympa. Mais par contre, c'est un petit pavé quand même, qui fait plus de 600 pages. Et celui-là, c'est complètement différent. C'est une romance contemporaine, a priori, plutôt court et à mon avis plutôt léger. Et j'ai vu beaucoup de coups de cœur, notamment le coup de cœur de Chloé de Livre & Compagnie, qui m'avait donné envie de le découvrir. Je pense quand même qu'entre les deux, je lirai celui-ci en premier, puisque ça me fera une petite pause un petit peu détente, rapide on va dire. Et ensuite je m'attellerai à un truc un peu plus dense, un peu plus riche, avec des fées et des choses bizarres qui se passent dans les bois. Je pense que je vais peut-être même avoir un peu peur. Je m'arrête là pour cette vidéo qui est déjà bien assez longue. Moi qui voulais faire assez court et pas vous parler trop de mes lectures passées. Comme d'habitude, j'ai lamentablement échoué. Je voulais vous faire un petit In My Mailbox, mais c'est déjà trop long, donc tant pis. Je vous invite à aller voir les anciens numéros du WhatsApp Weekly et le prochain qui sera jeudi, je pense, qui vous présente toutes les semaines ou presque les dernières acquisitions dans la bibliothèque. Il y en a eu pas mal ces derniers temps, mon anniversaire est passé par là, donc j'ai eu pas mal de cadeaux de mon entourage, des personnes que j'aime, etc. Et je les remercie encore. Voilà, donc pas de In My Mailbox en vidéo, mais si vous avez envie de voir ce que j'ai reçu ces dernières semaines, je vous invite à aller voir les articles consacrés sur le blog. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, je vous dis je ne sais pas quand je pourrai, quand j'aurai le temps et quand il y aura un petit peu de lumière. Je vous souhaite de bonnes lectures et j'espère à très bientôt. Forgiveness